Streets Unplugged by the Luxembourg Street Photo Collective. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Je dis bonsoir parce qu'on ne sait jamais quand le podcast sera transmis et peut-être les gens vont l'écouter quand il fera nuit. Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast Streets Unplugged proposé par le Luxembourg Street Photo Collectif. Cet enregistrement se fait en direct, enfin pas en direct, il se fait à partir du site des Rotondes, là où se déroule la 9e édition de notre Light Leaks Festival. Et parmi les 4 invités pour cette édition, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce podcast et tout à l'heure pour la conférence, Éléonore Simon. Bonjour Éléonore. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Éléonore, je vais te présenter. Très bien. Du coup, j'ai ma présentation. Tu vois, ça on va garder. Donc, tu es une photographe, mais tu écris également et tu fais plein d'autres boulots. Tu as un background, donc une formation en littérature et en histoire de l'art. Ça. Après que tu as commencé ta carrière à New York, où tu as travaillé comme studio manager et tu as également eu le rôle d'une assistante d'enseignement à l'International Center of Photography. Tu es parti sur Valparaiso, correct, au Chili, en 2016. Et là, tu as développé différentes séries, différents projets. Évidemment, c'est une ville mythique qui nous fait tous rêver à cause de l'esprit de Sergio Larraín. Et c'est là aussi où tu t'es donné plus fortement à la street photographie, si je ne me trompe. Alors la street photo, ça a vraiment... déjà, j'ai toujours fait de la street photo avant que je sache que c'est considéré comme un genre à part entière, etc. Depuis le moment où je fais de la photographie, en fait, je fais de la photo qu'on va appeler de la photo de rue, même si je suis pas toujours... si j'ai pas toujours envie d'utiliser ce terme qui peut être réducteur à certains égards. Mais donc la photographie, en fait, j'en fais depuis plus ou moins le lycée. Et quand je voulais faire des photos, je sortais dans la rue et j'allais me balader. Et évidemment, j'avais Cartier-Bresson en tête, j'avais ce genre de photographie en tête. Et quand je suis partie à Philadelphie pour la dernière année de mon master, mon université donc en France m'avait pas vraiment donné de contraintes en termes de quels cours je pouvais suivre, est-ce que j'avais des obligations, etc. Ma seule obligation, c'était de rendre un mémoire de M2 à la fin de l'année. Et sur tout le reste, ils m'ont dit tu peux prendre les cours que tu veux tant qu'à la fin, tu as ton M2. Donc j'ai pris des cours d'histoire de l'art, j'ai pris des cours de gender studies, qui est un truc qui maintenant existe aussi partout, mais qui était vraiment... à l'avant-garde. Là-bas. Et j'ai pris un cours de photographie en chambre noire, en noir et blanc, pour me faire plaisir. Okay. Et pour avoir des photos à développer dans ce cours, j'allais me promener dans Philadelphie avec un appareil photo. Donc je faisais de la photo de rue. On attend que l'avion passe, parce que voilà. On est vraiment, on enregistre avec toutes les atmosphères autour. Donc quand il y a un avion qui passe, on le laisse passer et on entend le bruit. Voilà, excuse-moi, continue. Non, t'inquiète. Donc je faisais de la photo de rue. Plus tard, j'ai découvert le travail de Ray Metzger, qui a fait un travail fantastique à Philadelphie. Mais donc voilà, c'est déjà ce qui me plaisait. Et quand je suis partie à New York l'année d'après, donc à la fin de mes études, j'ai eu envie de continuer. J'ai eu envie de continuer la chambre noire, j'ai eu envie de continuer la photographie, le noir et blanc, l'analogue. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapprochée de l'ICP pour d'abord y prendre quelques cours, des workshops, etc. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis devenue assistante, qui est quelque chose de bénévole à l'ICP, mais qui en fait permet de continuer à utiliser les laboratoires. Donc j'ai commencé dans le laboratoire à mélanger les chimies, etc. pour les étudiants qui utilisaient le labo. Donc ça c'était le premier semestre, je pense, que j'ai fait. Et après, au fur et à mesure, j'étais dans des cours, etc. Pour pouvoir, assistant dans des cours, pour pouvoir continuer à faire ce travail. Donc à New York, je faisais beaucoup de photographies de rue déjà. En parallèle de mes autres activités qui ont été diverses et nombreuses. Parce que tu es également intéressé par l'écriture.
C'est quelque chose qui occupe aussi Alors, l'écriture, c'est quelque chose que j'assume depuis plus récemment. Donc, si j'ai choisi de faire de l'histoire de l'art, peut-être plutôt que des arts plastiques, à un moment où, au lycée, j'avais vraiment les deux options. Et je me suis dirigée plutôt vers l'histoire de l'art, en partie parce que j'aime bien analyser les œuvres et la partie écrite, je trouve ça toujours très intéressant. Donc j'avais déjà un peu ce goût pour l'écriture, mais pas vraiment en tant que créateur, vraiment en tant que quelqu'un qui regarde, pas qui critique, parce que j'étais pas critique d'art, historien de l'art, c'est quand même pas le même métier. Mais donc j'aimais déjà bien l'écriture sous cet aspect-là. Et après j'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait 2 licences, histoire de l'art et littérature. Donc j'avais un intérêt pour ça. Mais l'aspect où vraiment j'assume ce côté d'écriture, il est plus récent et il est très lié au rôle que j'ai dans la revue Epic, pour laquelle je contribue d'articles. Ça, c'est depuis 2020. Ça, c'est depuis 2022. 22, d'accord. J'ai rejoint la revue Epic en 2022. D'ailleurs, je l'ai rejoint parce que j'ai d'abord été publiée en tant que photographe, avec le travail que j'ai réalisé à Valparaiso. Et de fil en aiguille, j'ai rejoint l'équipe. D'accord. Donc, c'est une revue dans laquelle j'écris. Je fais partie du comité éditorial. J'ai l'opportunité de proposer des sujets. Et donc, j'écris de plus en plus pour la revue. J'écris maintenant aussi pour un autre magazine qui s'appelle Process. En parallèle, j'ai commencé à écrire plus de textes pour mes propres photographies, à collaborer aussi avec des artistes sur leurs propres textes. D'accord. Que ce soit des textes d'exposition, des textes de série, les aider à mettre en mots ce qu'ils essayent d'exprimer à travers la photographie. Et tous les photographes n'aiment pas cet aspect-là. Encore un avion, décidément, ils ont leur ticket et puis chacun passe son passage. Ouais. Ils connaissent pas le dimanche. Mais du coup, ta fonction au niveau éditorial te permet de concilier à la fois ta passion, ton intérêt pour l'analyse des œuvres photographiques et d'un autre côté ta propre pratique. Oui, tout à fait. Mais ça m'a aussi permis de m'assumer beaucoup plus dans cet aspect d'écriture qui me plaisait. Mais je pense que comme la photographie, en fait, je suis autodidacte. J'ai fait des études histoire de l'art, littérature, mais pas des études photographie, écriture, quoi. Ouais. Donc, j'ai pendant longtemps eu un peu ce syndrome de l'imposteur, c'est pas ce que j'ai étudié, etc. Et donc, je m'assume aussi plus dans l'écriture, pas seulement journalistique, mais aussi dans une écriture plus poétique qui vient accompagner vraiment ma photographie comme vraiment un pan de ma créativité. D'accord. Donc parfois pour venir servir les images, et là dans la dernière série que je fais, qui est une série de cyanotypes qui s'appelle Le bleu s'écrit sans bruit, là vraiment les deux ont une part équivalente. Ouais. Très beau titre d'ailleurs. Le bleu s'écrit sans bruit, c'est vraiment très beau. D'ailleurs, je voulais en parler spécifiquement, mais avant d'arriver au bleu sans bruit, parle-moi un petit peu de Valparaiso. Pourquoi Valparaiso ? Il y avait bien sûr la raison évidente, mais voilà, est-ce qu'il y avait autre chose ? Il y avait beaucoup d'autres choses. Donc je suis partie à Valparaiso fin 2016, en décembre 2016. C'était un moment où je venais de passer 6 ans à New York, et j'ai jamais passé plus de 6 ans à un endroit, c'était vraiment mon maximum. J'ai pas mal bougé dans ma vie. Et au bout de 6 ans, j'avais l'impression pas d'en avoir fait le tour, parce qu'on ne fait pas vraiment le tour d'une ville comme New York, mais d'avoir envie d'autre chose, d'avoir besoin d'autre chose. Je sentais que j'étais un peu un tournant. Et ma sœur est partie vivre au Chili avec son mari, donc son mari qui est chilien. Eux se sont installés en 2016 au Chili. Et donc à ce moment un peu charnière de ma vie, ma sœur m'a dit écoute, viens nous rendre visite quelque temps et puis tu verras après. Ce que j'ai fait, sauf que ce qui devait être quelques semaines de visite s'est transformé en 5 ans. Combien de temps alors ? 5 ans. 5 ans. Ouais. Ah oui. Tu as presque atteint ta limite des 6 ans. En fait, je me rends compte maintenant que je suis vraiment sur des 5 ans, cycles. C'est à peu près un cycle de vie de mon côté. Ouais. D'accord. Donc attends, là à Paris, ça fait 3 ans. Oh là là, tu as encore 3 ans à tirer. J'ai encore
un peu de temps. Non. Donc voilà, donc je suis arrivée à Valparaiso pour des raisons familiales surtout. Et je suis vraiment tombée amoureuse de la ville, j'ai trouvé extraordinaire. Je connaissais déjà un peu le travail de Sergio Lara, évidemment, que j'avais vu d'ailleurs à Paris dans une exposition à la Fondation Cartier-Bresson avec ma sœur. Donc des années avant qu'on imagine ni l'une ni l'autre vivre au Chili à Valparaiso, donc c'est assez rigolo quand on y pense. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette ville ? Moi, j'ai jamais mis les pieds, mais justement, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Écoute, déjà c'était très très différent des autres villes que j'avais connues, dans l'architecture, avec ces petites maisons très colorées, faites de tôle, avec les toits en tôle, etc. Ou les maisons faites en tôle d'ailleurs. Le côté assez labyrinthique de Valparaiso, ça m'attire. C'est mystérieux, c'est très coloré, ce qu'on ne voit pas du tout dans mes photos. Oui, parce que là, tu as essentiellement fait du noir et blanc. J'ai fait du noir et blanc, ouais. C'est difficile, il y a quelque chose dans la ville qui m'a attirée. Ouais. Il y avait une aura, il y avait une énergie. C'est une ville portuaire, non ? C'est une ville portuaire, ouais. et je me rends compte au fil du temps que j'aime aussi beaucoup les villes portuaires. Je pense un peu pour cet imaginaire qui invite un peu l'ailleurs. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Pour le côté aussi un peu un pied dedans, un pied dehors, c'est un endroit qu'on peut toujours quitter. On est là, mais on peut partir à tout moment. Oui. Donc je pense que j'aime bien cet imaginaire-là. Et d'accord. La réunion des mondes, et Valparaiso a aussi ce côté... en fait, c'est des collines très, très escarpées qui se jettent directement dans la mer. Donc tu as un peu t'as la mer, et en même temps tu as toujours la vision de la mer, quelque peu. Ouais, plus ou moins beaucoup. Alors, tu as beaucoup la vision de la mer, mais comme c'est assez... tu as des petites rues sinueuses, etc. Ouais. Des fois, c'est bouché, et d'un coup, tu as la mer. Et je trouvais ça assez intéressant. C'est une ville qui est couverte de graffitis. Enfin, c'est une ville qui est très vivante. Beaucoup de strates. Beaucoup de strates sociologiques aussi. C'est une ville multiculturelle également ou... C'est une ville multiculturelle, ouais. Peut-être pas au même degré que des capitales ou que même Santiago, mais oui, c'est une ville multiculturelle. Enfin, le Chili a des gens qui viennent d'un peu partout, notamment la Colombie, Haïti, le Venezuela, l'Europe. Et tu y es retournée depuis ? J'y suis retournée en 2023, avant une visite à ma famille. Mais donc voilà, je suis arrivée au Chili en parlant pas un mot d'espagnol, en n'ayant pas trop de but particulier en tête, mais j'ai senti que c'était un endroit où j'avais envie de rester. Je suis aussi très proche de ma sœur, je suis devenue très proche d'abord de mon premier neveu et puis de mes autres neveux. Et donc voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose pour moi à vivre là-bas, et j'avais vraiment aussi très envie de photographier la ville. Sans forcément me dire c'est un projet, je ne pensais pas en termes de projet, mais j'avais envie de me promener, de voir, de faire. Et de cette séquence 5 ans à Valparaiso, tu as quand même fait plusieurs expositions. Ouais. Mais pas de livre, hein, pas encore de livre. Pas encore, ok. C'est un vaste sujet. C'est dans les valises. Ouais, c'est dans les valises. Dans les cartons. Il y a une maquette qui traîne quelque part. Ok. Mais donc je l'ai exposé, je l'ai publié du coup dans la revue. J'ai eu une exposition avant de partir du Chili à Santiago, dans un centre culturel. C'était vraiment un moment fort, et puis ça venait clore ce chapitre. Enfin, clore. Pas exactement, mais ça venait, ça marquait en tout cas une étape qui était importante pour moi. Et là, depuis, donc, tu es revenu, tu es revenu, non tu es installé à Paris avec ce projet éditorial. Sur le plan personnel, tu as continué à développer des projets, et notamment ce dernier en date, Le Bleu s'écrit sans bruit, c'est ça ? Oui, tout à fait. Explique-nous un petit peu pourquoi cet intérêt pour le cyanotype comme outil d'expression. Donc Le Bleu s'écrit sans bruit, c'est une série... Alors ma dernière année, donc 2021, j'étais vraiment entre le Chili et la France. D'accord, ok. Un va-et-vient. Un va-et-vient. Donc j'ai commencé cette série à ce moment-là. Ok. Voire l'année d'avant. Cet intérêt, il est né d'abord d'une rencontre avec une photographe qui s'appelle Mélanie Jane Frey, que
j'ai rencontré un festival de photographie en Espagne, pardon. Et on a discuté, on a sympathisé, et puis elle regarde un peu mon travail, elle me dit tu sais, je pense que les procédés alternatifs, ça pourrait te plaire, et ça fonctionnerait bien avec ton univers. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé. Et moi, les procédés alternatifs, ça me disait rien du tout, je voyais pas trop ce que c'était. Enfin, tu vois, à part le collodion, mais c'est pas quelque chose que je m'imaginais pratiquer. Enfin, les procédés alternatifs ou anciens. Mais voilà, elle m'a mis un peu, elle m'a planté une petite graine. Et quelques semaines ou mois après, je sais plus, j'ai fait un workshop avec elle d'un week-end parce que j'étais curieuse effectivement, et j'avais aussi envie de retrouver un côté tactile de la photographie que j'avais de mes jours en chambre noire, mais depuis j'étais passée depuis bien longtemps au numérique. Et donc ce côté-là me manquait, le côté de passer une journée en chambre noire, un peu dans son monde, à voir l'image apparaître. Il y a quelque chose de vraiment magique là-dedans. Et voilà, encore une fois, le côté vraiment tactile de la photographie qu'on perd avec le numérique. Donc pour ces raisons-là, ça m'intéressait. Donc, j'ai fait cette formation avec elle. Et effectivement, j'ai tout de suite accroché avec le procédé. Et j'ai vu que ça fonctionnait bien avec ces images contrastées, etc. C'était aussi juste avant un des confinements. Et je sentais le coup venir qu'on allait être reconfiné, etc. Et je me suis dit, il va me falloir quelque chose pour m'occuper. Et donc, je venais de faire cet atelier de cyanotype. Et j'ai commandé tout ce qu'il me fallait pour faire mes cyanos. C'est arrivé et 2 jours après, on était confinés. Donc, en fait, le projet, il a un peu commencé comme ça, un peu pour m'occuper, pour expérimenter, etc. J'ai commencé par passer mes photos de rue en cyanotype. Et tout de suite, j'ai vu que ça n'avait vraiment pas de sens. C'était gimmick. Enfin, le fond et la forme. Voilà, encore une fois, c'était pour expérimenter. J'avais pas de. C'est les photos que j'avais sous le coude, quoi. Mais ça n'avait pas de sens. Et puis j'ai commencé à faire d'autres choses. J'ai commencé à faire des photos chez moi. J'ai commencé à faire des autoportraits pour la première fois. J'ai commencé à aller chercher un peu dans mes images d'archives d'autres choses. Des choses qui... Des textures, des feuillages, des paysages, des choses de nature, peut-être parce que j'avais une envie d'extérieur que je n'avais pas à ce moment-là. Et puis j'ai fait des piles et des piles et des piles de cyanotypes. Et puis le projet, il s'est dessiné assez naturellement. Donc ça, c'est le point d'entrée. Après, c'est pas un projet sur le Covid. C'est un projet que j'ai commencé à ce moment-là parce que j'avais le temps et que j'étais seule. Donc j'avais aussi à cœur d'explorer cette solitude, à la fois dans ce que ça a d'inquiétant parfois, surtout dans des périodes comme ça qui sont des périodes humainement d'anxiété, difficiles, qui était une période de très très forte anxiété de mon côté, et en même temps dans ce que la solitude a de positif et de créatif, parce que c'est une période où j'ai énormément produit, où j'ai laissé libre cours à mon imagination, donc j'avais vraiment envie d'explorer des choses, des points opposés. Donc c'est des points opposés de la solitude, l'idée du jour, de la nuit, du rêve, du cauchemar, du réel, du fictif. Et donc voilà, c'est de ça que parle cette série, qui est une série qui est plus intime, plus introspective. C'est une série qui a donné lieu à une exposition. Elle n'est plus en place, elle est toujours en place, l'exposition. Non, elle est terminée. Ouais. Elle est terminée, d'accord. C'était une très belle expérience. J'étais aussi bien accompagnée sur l'exposition avec une curatrice qui s'appelle Camille Gajat. Donc on a vraiment travaillé, qui suit ce projet, qui le connaît depuis vraiment ses débuts. Donc on a vu différentes itérations avec le temps. Et c'est en particulier, donc, avoir quelqu'un avec qui travaille sur un projet, sur une scénographie, sur une exposition, ça a une valeur ajoutée immense. Donc je suis très reconnaissante d'avoir pu travailler avec elle. Et elle a aussi elle a poussé le projet dans des directions dans lesquelles je ne serais peut-être pas allée. Et c'était aussi lié au lieu d'exposition. On avait tout un mur qui était une grande bibliothèque qui prenait vraiment tout le mur, de haut en bas. Et là, Camille me dit, je pense que ce serait bien qu'on ait comme tu écris, qu'on ait des textes dans la bibliothèque. Pour un petit clin d'œil à son usage premier. D'ailleurs, j'avais noté un petit extrait de ton texte que
que je trouve très intéressant. D'ailleurs, je voulais le lire en Ouais, premier, je t'en mais je prie. l'ai oublié. J'ai mis de côté le tumulte du monde pour la douceur du cyanotype. Troquer les vertiges des jours pressés pour une promenade tranquille et solitaire dans les chimies et les papiers. Je trouve très beau. C'est le début du Merci. texte qui est, je pense, sur le site internet Ouais. qui présente le projet. Ouais. D'accord. Et Donc, d'ailleurs, n'est pas le texte d'exposition. Mais ça, ce n'est c'est pas un le texte autre- d'exposition, c'est une J'avais écrit introduction, un- ouais, moi, j'avais ouais, écrit un ouais. texte pour l'exposition. C'est très beau. Pourquoi donc oui, troquer le tumulte du monde. Maintenant, on Ouais. comprend effectivement si le monde était à l'arrêt. Ouais, il y avait ça, mais il y avait aussi l'aspect vraiment méditatif de rester dans son intériorité. C'est pas, encore une fois, c'est un projet que j'ai continué, voilà, que je continue parce que là, je suis encore en train de produire des tirages. Mais donc, ça parle pas forcément de l'impossibilité de sortir, ça parle plutôt de l'intériorité. Donc, oui, donc pour l'aspect de texte, en réfléchissant du coup au lieu d'exposition à la scénographie, j'ai écrit des textes courts, que ce soit de la prose ou des haïkus, des formes plus modernes, parce que je ne suis pas forcément le 5-7-5. Mais donc voilà, je suis venue aussi habiter l'espace avec ces bribes d'écriture. Et effectivement, ça marchait bien. Voilà, mais quand j'ai commencé ce projet, j'avais déjà l'envie d'avoir une forme d'écriture, mais qui au tout début était plus une forme de journal et ça marchait pas très bien. Donc j'avais fini par mettre l'écriture de côté. D'accord. Et finalement, j'y suis revenue aussi parce que j'étais plus riche de cette expérience d'écriture que j'ai eue pendant ces années avec Epic, notamment avec Process, avec les artistes avec lesquels j'ai travaillé. Ce dernier projet, il tranche quand même de façon radicale avec tout ce que tu as fait auparavant. Est-ce que c'est une parenthèse ? Est-ce que tu vas revenir à la pratique de la photo de rue ? Ou est-ce que ça ouvre vraiment une nouvelle voie pour toi ? Alors, l'avenir le dira. Je ne peux pas être sûre. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de continuer dans cette voie-là. J'ai vraiment envie de continuer dans l'aspect plus plastique de ce travail. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Donc de penser les images dans leur matérialité. Ça, c'est quelque chose qui je pense, reste vraiment de ce projet. Et j'ai d'autres envies qui sont liées, des idées de nouveaux projets qui sont liés au cyanotype ou aux procédés alternatifs que je vais explorer. La photo de rue, déjà, je pense qu'avec le temps, je préfère parler d'une poésie du quotidien pour deux aspects. Déjà, le terme de photo de rue. On a vraiment les bruits du quartier ici. Rien, ça fait partie de Absolument. de la vie. Ouais. C'est quelque chose que je dis des fois quand on regarde des photos de rue, que les gens ont envie qu'elles sont parfaites. Et tu dis, en fait, la rue, c'est ça aussi. Donc voilà, la rue, c'est ça aussi. C'est les bruits et tout ça. Un peu de chaos. un peu de chaos, c'est pas si mal dans le podcast. Mais donc, oui, je préfère penser à une poésie du quotidien déjà parce que ça permet d'avoir une frontière moins nette entre le public et le privé, entre l'intime et l'espace extérieur, etc. Et je pense que je vais plus vers ça. Même la dernière photo, la dernière série, qui est plus une série de photos de rue que j'ai faites, qui était à Paris, que j'ai appelée Bonjour Paris, mais qui était une série de courses, parce que j'ai fait dans un cadre très précis, qui était pour une exposition où j'avais une deadline et je l'ai faite en 2 semaines. Ok. Mais donc cette série-là, déjà, il y a de la photo de rue, mais il y a aussi des photos prises chez moi. Enfin, dans ton cadre, dans ta sphère privée. Dans ma sphère privée. D'accord. Et donc tu associes un peu les deux. J'y réfléchis, deux univers. Ouais, je me dis, si je fais un projet sur Paris, c'est aussi la ville où j'habite. Est-ce que ça fait vraiment sens de séparer le public du privé ? Est-ce que vraiment c'est une ville que je vis entièrement à l'extérieur avec des gens que je connais pas ? Donc voilà, à Valparaiso, il y a peu d'images qui sont faites de chez moi, mais il y en a une depuis ma fenêtre, dans la série, dans la maquette aussi. Donc voilà, il y a ça. Et puis, quand on pense au terme photo de rue ou street, je pense qu'on a une idée très l'instant décisif, contraignante, son, très réductrice. Ouais.
Alors qu'il y a vraiment tout un champ de ce qu'on peut faire Oui. dans la photo de rue. La plupart des photographes que nous avons invités ont également des hésitations par rapport à l'étiquette street photography qui implique vraiment toute une grammaire un peu figée. Et en fait, ce qui est important, c'est que chacun a envie de développer son propre regard et n'a pas envie de... Enfin, on fait la photographie pour être libre, quoi, pour avoir un regard libre sur les choses. Ouais, bien sûr. Et je pense que quand on commence aussi à penser en termes de séries, de projets, ça permet un petit peu de sortir de ces carcans aussi parce que en fait, on fait la photographie qui sert le propos, qui sert le projet. Ouais. Donc sortir aussi de la photographie unique, ça permet de réfléchir autrement. Ouais. Je pense que c'est une étape importante aussi dans une vie de photographe, qu'on soit. Ouais. Peu importe à quelle étape de sa photographie on est, mais je pense que voilà, même quand on débute, commencer à réfléchir à des séries, c'est une gymnastique d'esprit qui est intéressante et qu'il faut à mon avis vraiment avoir. Donc, est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura prochainement, il y a les expositions déjà qu'on ne peut pas voir pour l'instant parce qu'elles sont éphémères par nature, mais il y aura des publications, c'est prévu, c'est une étape supplémentaire. Une étape dont j'ai envie à la fois pour Valparaiso et à la fois pour Messianotype. Ouais. C'est un cap que j'ai pas encore passé, que étrangement je trouve, je me projette plus facilement dans un livre sur le bleu s'écrit sans bruit. Okay. Que sur Valparaiso, alors que j'ai une maquette qui est, qui est là, tout à fait prête. Okay. Tu le sens plus personnel, c'est un projet véritablement personnel, le bleu s'écrit sans bruit. Après, Valparaiso, c'est personnel aussi, parce que aussi la façon dont je pratique la photographie, il y a beaucoup de subjectivité dedans et ça a toujours été une forme d'introspection, de réflexion, de méditation. J'ai pas une vocation documentaire. D'accord. Dans mon travail. Quand tu dis subjectivité en matière de photographie urbaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets les gens un petit peu à distance, que tu fais des cadres dans le cadre. De quelle façon est-ce que tu assumes ce côté subjectif? Ouais, il y a effectivement des espèces de jeux visuels, de composition, etc. Je pense que c'est avant tout dire qu'on n'essaye pas de faire un reflet réaliste du monde. Avec tous les écueils que ça peut avoir, de se dire qu'on essaie de représenter la réalité d'une façon fidèle. C'est d'assumer qu'on représente autre chose. Et dans mon cas, les choses un peu comme elles sont, un peu comme j'aurais envie qu'elles soient, un peu comme tu peux imaginer qu'elles soient. Enfin, vraiment, il y a un côté, je veux laisser de la place à l'interprétation, et pour moi, et pour le regardeur. Donc tu ne vas pas forcément mettre une légende sous chaque photo en indiquant le lieu, le contexte, la date, l'heure. J'aime pas du tout mettre des légendes. Ouais. J'avoue, et ça, c'était quelque chose qui était très chouette avec la publication dans Epic. C'est que quand on a commencé à parler de la publication avec Jean-Mathieu Gauthier, qui est le rédacteur en chef et cofondateur de la revue, il m'a tout de suite, je sais plus exactement comment il l'a fait, mais il m'a orienté sur le fait que les légendes n'étaient pas forcément des légendes descriptives, lieux, etc. Et pour ouvrir mon portfolio, dans Epic, il y a toujours l'extrait d'un texte, un poème, un extrait de littérature, qui a une relation avec... qui discute avec le projet. D'accord, oui. Et il m'avait mis un extrait d'un conte de Sepulveda. Et en fait, ça m'a débloqué quelque chose. Et je suis vraiment partie dans ce côté un peu de conte, de raconter les choses... où d'un coup, les animaux, ils prenaient vie, ils discutaient. Et donc, j'ai écrit mes légendes dans ce sens-là. Et c'est un exercice que j'ai adoré et je pense que ça m'a aussi... c'est aussi quelque chose que je continue maintenant dans la forme d'écriture que j'ai par rapport à la photographie. Ça continue un peu dans cette veine-là, quoi. Okay. J'aime bien humaniser les choses. Okay. C'est aussi parce que j'ai un attrait pour... des courants littéraires tels que le réalisme magique, etc. Donc j'aime bien ce côté. Ah oui, l'Amérique latine. Ouais, l'Amérique latine me parle, ouais. Ouais. Je ne suis pas encore allée en Colombie, mais j'espère un jour. Et puis j'aime beaucoup le Japon aussi, j'aime beaucoup le travail de Murakami.
Donc voilà, donc ces choses-là, ça m'a permis en fait de voir d'autres voies, d'autres façons d'écrire des textes qui n'étaient pas des textes d'histoire de l'art, qui n'étaient pas des textes critiques, parce que c'est pas forcément déjà ton rôle en tant qu'artiste d'écrire un texte d'histoire de l'art sur ton travail. Et c'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup dit au tout début quand j'ai commencé à essayer d'écrire des textes pour parler de mes séries. On m'a fait ce retour, on me disait en fait tu parles pas de ta photographie comme la personne qui l'a fait, tu en parles comme la personne qui la regarde. Ouais. Et j'avais du mal à saisir ce que je pouvais faire d'autre. Et voilà, et avec le temps, j'ai trouvé des façons de parler de ma photo sans tout dévoiler, sans raconter les images. D'accord. Mais voilà, en faisant Tu cultives un peu l'art de la suggestion, aussi Ouais, bien dans le ça. texte que dans les images. On va dire Donc ça, ouais, une c'est une jolie suggestion façon de le dire. complète l'autre. C'est ça. Comme disait, j'aime bien le citer, Douaneau dans une interview, c'est plus fort de suggérer que de montrer. Très joli, ouais. Je pense que c'était un entretien qu'il avait eu une fois. Je Ok. suis tout à fait d'accord avec ça. Écoute, merci beaucoup pour cet Merci à entretien riche en sensations, en idées, et puis pour ton parcours, pour avoir eu cette explication de ton parcours qui en est à... Voilà. C'est pas terminé, tu as encore du chemin. Tu as encore du chemin, mais c'est passionnant, c'est passionnant comment tu traces ta voie petit à petit. Et on espère aussi que très rapidement, on aura eu droit à une publication, parce que le projet Le Bleu s'écrit sans bruit est magnifique, d'après ce que j'ai vu, les photos que j'ai vues à droite et à gauche. Mais j'imagine que de les voir en vrai, en tirage... Voilà, c'est la réalité de ce que tu as voulu faire. Ouais, ils ont une présence folle, les voilà. tirages. Ouais. Et là, on voit les limites des publications digitales. Ouais. Donc voilà, peut-être qu'un jour, qui sait, l'exposition pourrait venir à Luxembourg. Avec plaisir. Ok. Donc ton site internet ou ton Instagram, comment est-ce qu'on peut quand même jeter un coup d'œil sur tes projets? Alors, c'est très simple, c'est eleonorsimon.com. Voilà. Et Eleonore. Instagram, Eleonore Simon. Voilà, donc et avec ça, toutes ces séries-là sont sur mon site, les textes aussi, donc une partie des textes. Donc chers amis auditeurs, vous savez ce que vous allez à faire, allez sur le site et sur le compte Instagram et vous aurez un aperçu de ce que fait Eleonore Simon. Nous sommes vraiment très heureux de t'avoir avec nous pour cette édition. Merci à vous de votre accueil. Et nous te souhaitons une très très bonne continuation. Merci. Merci, au revoir.